Bonjour, bonjour, bon après-midi. Bienvenue à cette nouvelle édition des Rencontres de l'innovation et puis en particulier à cette conférence, cette petite conférence, mais précieuse, vous allez voir, autour des imprimantes 3D, la fabrication additive. Vous allez très vite le constater, nous sommes bien loin, très très loin du gadget. Nous sommes en pleine logique de fabrication et le prototypage aussi, bien sûr, qui avait démarré la fabrication additive. Avec nous, pour en parler, Christophe Reynaud. Bonjour Christophe. Alors prenez le micro. Voilà, il est allumé. Voilà. Hop. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites, vous, Christophe? Vous êtes au CETIM, Institut Carnot également? Tout à fait. Donc moi je suis donc au CETIM établissement de Saint-Étienne et je suis ingénieur chef de projet en promotion de nouvelles technologies liées à la métallurgie des poudres, dont fait partie la fabrication additive. Quand vous dites Saint-Étienne, c'est lequel? Parce qu'on en a un ici, Saint-Étienne. Ah pardon, excusez-moi, c'est Saint-Étienne dans la Loire. Ouais. Donc vous faites du kilomètre. Tout à fait. Demain, vous êtes à Senlis. À Senlis, voilà, pour encore une autre présentation. De quoi vous allez nous parler, vous? Donc je vais vous présenter un état de l'art sommaire de la fabrication additive. Et ce que je souhaite, c'est qu'à l'issue de cette intervention, vous puissiez retenir les principaux avantages et puis savoir si ces technologies peuvent être utilisées dans la fabrication de vos produits. En tout cas, répondre aussi à vos questions. Alors très, très grossièrement, je disais qu'on n'était pas dans le gadget, donc ça vous confirmez. On est dans la production? Oui, donc aujourd'hui, ces technologies ont considérablement évolué et on est capable de fabriquer des pièces, on va dire, relativement bonne forme, avec la capacité process, les limites techniques en termes de précision dimensionnelle, mais surtout, on est capable de fabriquer des pièces bonne matière et bonne propriété mécanique, structurale ou fonctionnelle. Le CETIM, c'est pas une entreprise, c'est quoi? Donc nous, CETIM, on est un centre technique de l'industrie mécanique et une de nos missions, en tout cas au niveau de l'équipe du procédés performants et innovants, est d'accompagner les industriels à l'intégration de nouveaux procédés de fabrication pour accroître leur compétitivité. On va en parler dans une seconde, après la présentation de notre autre invité, qui est Eric Boster. Bonjour Eric. Alors vous êtes une entreprise? Nous, on est une PME, oui, normande. Parlez bien fort. Oui. Voilà, allez-y, c'est bon. On est une entreprise normande, donc tout au nord de la Normandie. Et, MB Proto, vous êtes où? MB Proto, on est à Blangy-sur-Brel. Blangy-sur-Brel, c'est de la route, ça fait pas tout près d'ici? Oh, une petite heure. Ah, c'est vrai, oui, exact. Moi, je pourrais passer par Le Havre, en passant par non. Rouen, en descendant par Strasbourg, et c'est vrai que ça prenait un peu plus de temps. Qu'est-ce que vous faites chez vous, dans votre entreprise? Alors nous, on est historiquement maquettistes, donc on faisait des maquettes et des protos avant que l'impression 3D n'existe. Au jour d'aujourd'hui, on a développé tout un parc machine de dites imprimantes 3D, haute définition, et on fabrique des pièces fonctionnelles, des pièces techniques ou des pièces qui ont pour but de valider un design. D'accord. Alors on va en parler avec vous dans quelques instants. Bien sûr, de votre côté, si vous avez des questions, évidemment, vous êtes les bienvenus. Vous avez remarqué qu'il y a des petites caméras un petit peu partout ici. Nous sommes en streaming vidéo et s'il y a des tweets, on peut aussi nous adresser des tweets sur le hashtag RRI 13. Voilà, vous pourrez nous envoyer vos messages et on répercutera bien sûr vos questions. Christophe Reynaud, je crois que c'est à vous. Alors attendez une seconde Christophe, avant de lancer votre superbe présentation. Attendez, c'est un Père Noël Christophe Reynaud. Regardez, voilà. Voici ce que vous nous avez apporté. Vous pouvez nous parler de cette pièce, cette très belle pièce? Alors, cette pièce est un démonstrateur qui a été développé pour la société Dassault Systèmes, qui souhaitait rechercher... Je vais le montrer juste une seconde à notre qui souhaitait donc rechercher de nouvelles solutions de fabrication de conduits aéroliques, donc pour alimenter donc en air les cabines. Et généralement, ces éléments doivent s'intégrer dans le volume restant disponible. Donc c'est pour ça qu'on a des formes, je vous en prie, qui ont des formes excessivement complexes. Donc initialement, pour fabriquer ce type de produit, on était sur un procédé de rotomoulage, donc qui nécessitait un outillage.
Donc, qui dit outillage, s'il y a besoin de faire évoluer le design, et ben, on est un peu embêté parce que voilà, il faut soit retoucher ou développer un autre outillage. Et donc là, la fabrication additive a permis donc de fabriquer ce type de composants avec un grade de polyamide inifugé qui correspond donc aux normes en vigueur en termes de résistance au feu. En l'occurrence, donc là, le procédé a permis donc de réduire le temps de fabrication, mais aussi de revoir un petit peu les modes d'assemblage, passer sur des assemblages de type rivetage à des assemblages de type vissé. Donc là, on a des cages qui sont prévues pour loger des inserts. Vous pouvez le voir, donc il y a une portée de joints. Donc le rotomoulage, disons, n'était pas pleinement satisfaisant au niveau de cette portée parce qu'on avait des défauts de planéité. Donc là, on a pu intégrer des raidisseurs au niveau de ce plan et puis même déjà commencer à ébaucher la gorge dans laquelle on va mettre un joint torique. Donc aujourd'hui, la société Dassault utilise ce type de produit. Il n'y a pas que Dassault, hein. Il y a Boeing aux États-Unis qui utilise ce type de technologie pour fabriquer ce type de pièces. Vous avez plein de trucs, j'en profite. Hein. J'ai le droit de je vous en prie. Qui donc utilise cette technologie pour fabriquer de telles pièces. Hein, donc sur le Boeing 787 et sur des avions de chasse. Donc ça, c'est véritablement de l'impression 3D. Pour le pur, si on veut utiliser le terme ad hoc, là on est fusion thermoplastique. Donc c'est fusion sur lit de poudre. Voilà. Et donc ça pourrait rentrer dans la cadre de l'impression 3D, mais c'est une technologie qui est bien particulière. Voilà. Bon, ça c'est pas intéressant. Donc ça c'est un gadget voilà, c'est un gadget pour démontrer le potentiel du procédé. Hein. Donc c'est issu d'un des fabricants d'équipements, donc société OS. Attendez, c'est pas en plastique ça? Donc ça c'est pas en plastique, donc ça c'est un démonstrateur type rouet qui a été réalisé en acier maraging. Voilà. Donc là, la pièce a été simplement sablée. Il n'y a pas eu d'autres opérations, si ce n'est qu'une petite opération d'usinage pour la désolidariser de son plateau de fabrication et puis pour avoir un support. On a dressé la face, tout simplement. Vous nous permettez? Je vous en prie. Voilà. Donc sur ce type de composant, voilà, en termes de temps de fabrication, donc là, on a utilisé un laser 200 watts, donc c'est une trentaine d'heures de fabrication. En revanche, si on utilise un laser 400 watts, parce qu'on a fait l'exercice, je ne vous ai pas amené la pièce aujourd'hui, donc on peut diviser par 2 le temps de fabrication. Donc là, on arrive sur un temps de fabrication de l'ordre de 17 heures, ce qui est tout à fait, somme toute, assez acceptable. Voilà, alors, excusez-moi, je fouille dans vos affaires, mais il y a plein de choses merveilleuses. Il y a aussi ça qui pourrait nous concerner, un de ces 4. Oui. Tout à fait. Alors, la pièce que vous avez entre les doigts, donc c'est un cotyle, donc c'est un implant orthopédique, donc cotyle de hanche. Donc la pièce vient se loger dans la hanche du patient. Et donc sur l'intrado, donc on a la rotule de la tige fémorale qui va venir se loger avec pourquoi pas entre les deux une pièce en polymère. Et donc ce qui est intéressant avec ce type de procédé, donc aujourd'hui comment on fabrique ce type de pièces, on peut éventuellement partir d'une ébauche forgée, mais généralement on usine dans la masse et après on vient réaliser un revêtement hydroxyapatite sur la surface de la pièce pour faciliter l'ostéo-intégration. Et donc là, ce qui est intéressant aujourd'hui avec ce type de procédé, c'est qu'on peut faire on ne fera pas un revêtement en hydroxyapatite. En revanche, on est capable de venir structurer la surface pour avoir une structure poreuse en titane qui va aussi permettre, faciliter l'ostéo-intégration du composant. Et donc, alors aujourd'hui, donc là, il y a 7 agréments FDA qui ont été obtenus par des fabricants pour utiliser ce type de technologie à destination de la fabrication de ce type de composants. Et aujourd'hui, il y a déjà des cotyles qui sont obtenus par fabrication additive qui sont implantés sur patients. Attends, il n'y a pas que Christophe qui vient avec des surprises. Vous en avez apporté ici, je vous fais une petite parenthèse, puis on va vous laisser développer les différents systèmes. Ces exemples sont introductifs, c'est-à-dire que par ces exemples, ensuite, il sera possible de bien ou de encore mieux expliquer comment ça fonctionne tout ça. Celle-là, je la détaillerai un tout petit peu plus tard parce qu'elle a fait l'office d'un design particulier dans un projet collaboratif. J'ai une slide à vous montrer par rapport
sa conception, mais je crois que Christophe allait présenter, pourquoi pas, un des grands avantages de ces technologies-là. Oui, on est sur des couche par couche. Donc, au niveau du design, on se soustrait à quelques règles de fabrication, je vais dire, anciennes, bon, qui seront toujours utilisées. Mais là, on permet aux designers de repenser leur mode de fabrication. Et là, on est sur des structures 3 dimensions en plastique ou en métal d'ailleurs. On peut les réaliser en métal. Et on peut imaginer des nids d'abeilles en 3 dimensions ou des structures 3D qui sont complètement inaccessibles par d'autres technologies. Christophe, on vous a interrompu. Donc là, oui, maintenant c'est effectivement par rapport, pour rebondir à ce que vient de dire Eric Boster, effectivement, hein, ces technologies sont intéressantes dans une logique d'optimisation topologique, d'allègement. Donc on fonctionne par addition de matière et non pas par enlèvement. Donc l'idée c'est de mettre la matière là où on en a besoin et là où on a besoin de transmettre des efforts, hein, sur des pièces mécaniques. Donc effectivement, ce qu'on peut très bien envisager, donc là, hein, on a reconstitué ce que pourrait être un os, hein, avec une structure alvéolaire au centre, dans 80% du composant, avec simplement un voile matière sur la périphérie. Donc effectivement, en termes de perspective, de reconception, de design de pièces, ça offre un large champ. En tout cas, voilà, on peut beaucoup plus s'inspirer de ce que fait la nature, hein, du biomimétisme, pour développer de nouveaux composants mécaniques allégés capables de transmettre des efforts relativement importants. Donc pour le secteur aéronautique, c'est effectivement un point essentiel. Alors ça se fabrique comment tout ça? Alors, donc, comment ça marche? En termes de fabrication, alors, là vous me permettrez d'utiliser un slide. Parce qu'un bon dessin vaut 10 pages d'explication. Voilà, donc au niveau donc, de la procédure de fabrication, donc, on part d'une CAO de la pièce à fabriquer, alors quelle que soit la technologie utilisée, hein, qu'on parle d'impression 3D, de dépôt fil, de fusion laser sur lit de poudre, de fabrication par projection directe de poudre, on a toujours ce même synoptique ou scénario, hein, en termes de gamme de fabrication, hein. Donc on part de la CAO. Après, il y a une phase où on va devoir trancher notre pièce, hein, pour la fabriquer couche par couche. Donc ça se fait, on va dire, de manière plus ou moins automatisée. Je pense que M. Boster, lui, interviendra, parce que derrière, il y a quand même un savoir-faire, notamment à tout ce qui est orientation de la pièce sur son support de fabrication. Sur l'aspect utilisation de support, parce que suivant certaines technologies, on a besoin d'adjoindre des supports de fabrication pour assurer une résistance structurelle au cours du processus de fabrication, absorber, on va dire, les contraintes résiduelles qui peuvent être générées au cours du processus. Mais ça dépend encore une fois du procédé utilisé, de la nature du matériau. Et puis après, on a la partie fabrication. Donc là, vous voyez une illustration, hein, de ce qu'on appelle la fusion laser sur lit de poudre, où vous avez le faisceau laser qui vient fusionner la poudre dans les zones que l'on veut consolider. Et ensuite, avec une racle, on vient redéposer une couche de poudre, alors qui fait entre 30 et 60, voire une centaine de microns. Encore une fois, ça dépend des matériaux, des technologies. Et c'est un processus itératif, et ainsi de suite. Donc, couche par couche, on vient fabriquer la pièce. Alors après, donc on a obtenu une pièce qui est sur son support de fabrication, par exemple. Et on a quand même un certain nombre d'opérations à réaliser. Donc il y a de la poudre qui est non fusionnée, donc il va falloir éliminer, hein, opérations de nettoyage et des opérations de détentionnement pour éliminer les contraintes résiduelles. Il faut enlever les supports. Donc ça, généralement c'est mécaniquement, hein, qu'on le fait par usinage. Il y a d'autres solutions. Et puis après, il y a tout ce qui est parachèvement de la pièce. Traitement thermique, c'est un point qui est relativement important, parce que je vous indiquais qu'effectivement, hein, pour le secteur orthopédique, on utilise aujourd'hui ce type de technologie. Encore faut-il avoir la structure métallurgique qui permette de garantir le niveau de performance ad hoc. On verra, j'ai un slide après pour vous positionner un petit peu le niveau de performance. Donc on a besoin quand même de réaliser des opérations de traitement thermique, aussi pour garantir l'absence de porosité sur les applications bien critiques. Tribofinition, voilà. Donc voilà, quand on parle de fabrication directe ou additive, bon, on n'obtient pas, c'est caricatural, mais on n'obtient pas la pièce brute qu'on va intégrer dans le sous-ensemble. Il y a quand même un certain nombre d'opérations de parachèvement, et l'objectif c'est de limiter quand même ces opérations de parachèvement par rapport à un procédé conventionnel pour conserver l'avantage compétitif.
Quelles sont vos limites dans le travail avec les alliages? Alors, donc, écoutez, je vais vous formuler une première réponse, Monsieur Boster, on formulera une deuxième. Aujourd'hui, comment organiser le marché, si vous me permettez, pour répondre à votre question, c'est que vous avez un fabricant d'équipement, donc qui fabrique l'équipement, qui a développé la paramétrie pour laser la poudre et qui vous fournit la poudre. Voilà. Et donc, chaque fabricant d'équipement, que ce soit, on va dire, pour en citer quelques-uns, EOS, Rénichaud, puis on va faire un peu de pub quand même pour la France, Phoenix System, qui est basé à Clermont-Ferrand, donc ont développé certaines gammes de matériaux. Donc on n'a pas tout l'éventail de matières disponibles qu'on pourrait obtenir en barre, produits en barre par exemple, mais il y a quand même une forte diversité. On a des aciers inoxydables type 316L, 304L, du 17,4 pH. On a des alliages de titane pur, TA6V, TA6V ELI, des alliages chrome-cobalt, des inconel. On retrouve aussi des alliages de cuivre. Il y a des alliages d'aluminium aussi qu'on peut retrouver. Il y a des développements pour obtenir des alliages type équivalents aux séries 2000 et 7000. Là, on est plutôt sur des alliages type AL6 MG. Il y a somme toute une certaine diversité matière au niveau métallique et au niveau polymère. Donc là, on retrouve des polyamides, éventuellement chargés, renforcés, des polymères plus techniques type PIC, PEC, polyéther-imide, qui présentent qui permettent de travailler à haute température pour des polymères. Des matériaux céramiques aussi, on peut les mettre en œuvre, alors pas par des technologies qui vous seront présentées aujourd'hui, mais on sait aussi fabriquer des pièces céramiques par des technologies de fabrication additive et super alliage base nickel. Donc voilà, une diversité pour des applications quand même techniques à forte valeur ajoutée, mais on ne retrouve pas la totalité du panel des matériaux disponibles par les autres techniques de mise en forme, que ce soit l'injection ou métallurgie conventionnelle. Mais on arrive à produire. C'est-à-dire qu'on a dépassé, ce que disait Thierry Gonard, le directeur d'Innovapol, on a dépassé le stade du prototypage uniquement. Oui, aujourd'hui, oui. Oui, parce qu'au travers de ce que je vous ai présenté, donc, alors, au niveau polymère, donc, vous avez l'exemple de conduite aérolique pour les applications aéronautiques. Autre exemple d'applications qui sont utilisées aujourd'hui. Alors, je vais rester sur le secteur des polymères. Donc, je vais vous la faire passer. Par contre, je vous la laisserai je vous demanderai de ne pas manipuler la pièce. Donc, c'est en fait une orthèse qui est destinée à traiter l'apnée du sommeil. Donc, c'est aujourd'hui la société ResMed qui commercialise ce type de produit et qui utilise ce type de technologie. Donc, voilà, donc c'est un produit qui est personnalisé, qui est adapté à la morphologie, au profil de la mâchoire du patient. Initialement, c'était réalisé par thermoformage. Il y avait en gros une vingtaine de pièces qu'il fallait assembler. Aujourd'hui, la fabrication additive a permis de réduire à 4 pièces. Voilà. Puis il y a une opération de nettoyage et de revêtement. Donc ça, c'est une application, on va dire, type dite grand public, qui est utilisée à ce jour pour des pièces polymères. Oui. Oui, je vais rebondir sur ce que tu disais là, dans le sens où on est sur alors, au niveau, on produit, clairement. On fait beaucoup, et les marchés niches, ce sont les séries unitaires. C'est-à-dire que faire 1 million de fois la même pièce sur nos machines, ça n'a pas vraiment de sens, sauf si elle a une géométrie très, très, très particulière, comme les structures que vous avez vu passer. Si on est sur des millions de pièces identiques et de géométrie conventionnelle ou qu'on peut avoir par d'autres méthodes, il faut rester dans le conventionnel parce que ça marche bien, ça va vite, c'est moins cher. On ne sortira pas des pièces à 5 centimes ou à 2 centimes comme on peut avoir dans des prêches d'injection à haute vitesse. Il ne faut pas s'attendre à ça. Et en plus, ce que tu disais, il y a toujours une opération manuelle derrière pour sortir la pièce et la finir. Ça peut s'automatiser, mais il y a encore un petit gap par rapport à ça. Par contre, les pièces unitaires, donc dans le médical, ou les pièces à faible volume, les petites séries, les moyennes séries qui ont des outillages très chers et des géométries très compliquées, c'est la plus-value de l'impression 3D, fabrication additive. Après, au niveau de la résolution, là, on est sur quelque chose de très très haute résolution. On est à 20 microns d'épaisseur de couche, 30 microns d'épaisseur de couche. C'est vraiment... ça donne des très bonnes qualités. L'impression 3D grand marché qu'on va tous rencontrer bientôt et qu'on sera, je pense, ravis de pouvoir utiliser.
pour l'instant à des définitions à 1 mm, 1 mm 5. Donc voilà, il y a des facteurs d'échelle qui sont très différents. Et donc il y a des qualités de surface ou des pièces qui sortent qui n'ont vraiment rien à voir. Des pièces comme ça, métalliques, il y en a qui sont montées dans des moteurs de fusée aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'après avoir fait, nous, notre société, depuis 20 ans qu'on a de la fabrication additive, de l'impression 3D, on a fait plus d'éprouvettes de caractérisation que de pièces, quasiment. Mais aujourd'hui, les donneurs d'ordre aéro ou médicaux ou automobiles disent, bon, bah voilà, ça y est, c'est bon, on sait que ça marche, on sait qu'on a les propriétés, on peut même avoir mieux que de la fonderie des fois, ou au moins aussi bien, donc on fait confiance. Et maintenant, tous les prototypes qu'on a pu faire, on peut les passer en Indus, pour peu qu'on reste dans des volumes adéquats. Machine comme ça vaut 700 000 euros. Hein. Donc, pour faire 500 pièces, comme vous avez vu passer, il faudrait, et dans des délais courts, il faudrait 5, 6, 7, 8, 9 machines. Qui peut aujourd'hui se doter de ça? Bon, voilà. Et puis pour des temps de fabrication qui sont quand même 36 heures une pièce. Bon, voilà, si vous voulez 1 million de pièces, il va falloir quand même aligner les nombres de machines et les nombres d'heures. Hein. Voilà, et pour ce qui est des matériaux, donc juste, y a 2 manières de voir les choses. Tout n'existe pas, mais tout est à peu près possible. En tout cas, au niveau du métal, on arrive à peu près à mettre tout dans les machines. Le tout, c'est de caractériser, de normaliser. Donc, que les gens qui vont acheter les pièces fassent confiance à ce qu'on a fait. On a la capacité chez MB Proto ou au CETIM de jouer sur les paramètres et de réussir à faire de la matière fusionnée, une pièce dure, etc. Est-ce qu'elle aura toutes les propriétés attendues? Est-ce qu'il ne faut pas quand même faire tous les batchs de test? Certainement oui, quand c'est des pièces structurelles ou des choses critiques. Par contre, et c'est un des dangers sur lequel on peut mettre un point, c'est de dire, dans ce cas-là, si c'est une machine, une matière et des paramètres, et donc un fabricant, là pour le coup ça fait beaucoup de choses. Voilà, c'est comme si dans l'injection on disait ah oui non mais mon extrudeuse ou ma presse d'injection, elle ne marche qu'avec ce produit là, et donc ce produit là qui peut être un plastique très simple, voilà, il va pas être vendu 1, il va être vendu 10 parce que c'est le seul qui est valide sur cette machine. Et ça, attention, et Dieu sait qu'on se bat depuis des années pour éviter ce genre de monopole. Ensuite, juste pour revenir, on n'a pas d'exemple ici, je crois, parce qu'on est quand même axé sur la, voilà, on va dire haute définition. Les machines actuellement qu'on peut voir qui font beaucoup de bruit, les toutes petites machines qu'on peut construire chez soi, qu'on trouve bientôt dans les supermarchés. Auchan, je crois, va en proposer à la vente dans pas longtemps, ou proposer des Fab Labs. Ça, c'est des choses qui se développent beaucoup, qui ont un vrai sens ludique, qui ont un sens pratique pour certains designers qui veulent avoir une pièce en main. D'ailleurs, c'est très bien qu'ils puissent avoir des machines comme ça intégrées parce que ça leur permet d'avoir une pièce quasi finie tout de suite. Par contre, ils vont toujours, enfin, en tout cas pour l'instant, revenir vers des centres de fabrication qui ont la capacité à déjà les aider à choisir les matériaux, donc avoir plusieurs machines, et avoir les capacités de finition et de définition, c'est-à-dire d'aller vraiment vers la pièce qui pour être présentée, pour être robuste, pour être voilà, chose qui est à l'heure actuelle juste balbutiant dans l'impression 3D qu'on va trouver en supermarché ou juste en vente en ligne. Alors comme vous le soulignez, Eric Boster, ce sont des machines qui sont très coûteuses, mais vous nous indiquez que c'est une multitude de technologies. Oui, tout à fait. Donc, quand on parle effectivement de fabrication additive, donc voilà, une multitude de technologies. Donc, pour fabriquer soit des pièces polymères en thermodure ou en résine thermoplastique, ou des résines thermodurcissables, et puis fabrication de pièces métalliques. Donc là, vous avez 2 figures qu'on va peut-être pas commenter parce que si on pourrait y passer la journée, c'est un sujet très passionnant. Mais voilà, donc vous retenez multitude de technologies, chaque technologie ayant, on va dire, son spectre de matériaux,
sa productivité et on va dire son niveau de performance, on va dire en termes de résolution ou de précision dimensionnelle. Bien que effectivement pour tout ce qui est on va dire fusion sur lit de poudre, on est sur des technologies haute résolution. Hein. Donc ce qu'on retrouve ici, c'est frittage thermoplastique et puis fusion de poudre, alors soit avec faisceau d'électrons ou faisceau laser. Donc là, on a des très bonnes résolutions. C'est un secteur qui est très dynamique. Hein. Donc là, il y a des chiffres qui vous sont indiqués sur le marché en 2012. Vous pouvez voir le nombre de machines qui ont été vendues. C'est quand même considérable. Hein. Il y a eu une progression à 2 chiffres hein, par rapport à l'année 2011. Alors si vous me permettez simplement par rapport au niveau du chiffre d'affaires, parce que c'est quand même intéressant. Hein, de voir un petit peu les évolutions. Ce sont des technologies qui sont récentes. Hein. La stéréolithographie, c'est les années 80. Hein. Et donc là, la fabrique, tout ce qui est fusion laser sur lit de poudre, les travaux scientifiques datent fin des années, oui, c'est des années 80, fin des années 90 à 2000. Les premières machines sont apparues sur le marché au début des années 2000. Hein. Vous me confirmez. Oui. Vous me confirmez. Hein. Donc voilà. En 2001, la fabrication directe obtention de pièces par fabrication dite directe, hein, non pas des prototypes, ça représentait 4% on va dire du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on atteint 20%. En une dizaine d'années, voilà, ça a quand même bien progressé. Et puis lorsqu'on regarde le chiffre d'affaires attendu, on voit que effectivement, ce sont des technologies qui sont en devenir. L'essor est devant nous. Voilà, donc ça c'est un élément, je pense, qui est important. Au niveau des avantages, donc on en a parlé. C'est quand même beaucoup de machines. Hein. Vous m'indiquiez 8000 machines, 3500. C'est quand même. Vous avez une production qui monte. Oui, tout à fait. Oui. Donc là, par exemple, aujourd'hui, au niveau français, alors on n'a qu'un seul fabricant, malheureusement, de machines de fusion laser sur lit de poudre, qui est la société Phoenix, donc, qui est basée à Clermont-Ferrand. Je crois que l'année dernière, elle a dû vendre une trentaine ou une cinquantaine de machines. C'est une petite PME qui a été rachetée depuis par un grand groupe américain 3D Systems. Et ces deux principaux marchés, donc je crois que vous nous en parlerez, Monsieur Boster, qui est application grand public, tout ce qui est fabrication d'implants dentaires. J'en dis pas plus, Monsieur Boster en parlera. Et puis aussi à développer des machines pour les applications d'outillage, notamment pour un grand manufacturier de pneumatiques français. Voilà. Près d'Amiens, non? Non, alors pour le coup, il est Clermontois. Clermontois, celui-là. Voilà. Donc au niveau des avantages, donc en termes de rapidité, donc il n'y a pas besoin de développer un outillage. Hein, on travaille directement à partir de la CAO. Alors ce qui est intéressant, canon interne. Donc ça, c'est une révolution pour l'industrie de la plasturgie. Donc là, le procédé, donc vu qu'on fonctionne par addition, on a pu générer des canaux au plus près des parois moulantes de l'outillage. Donc ce qui a permis d'accroître, d'augmenter diminuer le temps de cycle, donc améliorer la productivité, mais aussi en améliorant les échanges thermiques, on a amélioré les états de surface de la pièce injectée. Et donc aujourd'hui, tous les fabricants d'outillage, les moulistes pour l'industrie de la plasturgie, utilisent ce type de technologie sur certains éléments d'outillage. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, ils sont même allés plus loin. Il y a un projet multipartenaire en cours qui vise à développer de nouvelles nuances de matière pour encore accroître les performances recherchées en termes de conductivité, de résistance à l'abrasion, par exemple. Structure lattice, allègement, donc là, on en a parlé. Donc là, vous avez le secteur aéronautique s'y intéresse fortement, hein, notamment pour tout ce qui est optimisation topologique. Donc là, c'est un bracket développé. Donc là, vous avez la conception initiale. Et donc là, vous avez une conception optimisée fabriquée par fabrication additive. Puisque là, on met la matière vraiment là où on a besoin de transmettre les efforts. Hein. C'est ce que je vous disais. Fabrication d'outillage, on a parlé. Personnalisation, hein, c'est ce que Eric Boster vous disait. Hein. Oui, au niveau de la personnalisation, ça pousse très fort, là, en sachant qu'on est sur des séries unitaires pour le médical, nous, on a développé une société. Donc au départ, le marché de niche, c'était la prothèse dentaire, c'est-à-dire la structure métallique dessous. Votre dentiste, si vous avez la chance de vivre ces grands moments, vous fait une empreinte dans du silicone. Après, il va dans son petit laboratoire où il le donne à son prothésiste qui va faire
un moulage, et puis il se faisait aussi la coulée métallique avant de mettre la céramique dessus. Et la coulée métallique, c'est quand même de la fonderie, ça avait des vapeurs, ça chauffe haut, des fois ça fait des bulles. Enfin bon, voilà, il y avait de très bons protéistes qui font des pièces magnifiques, mais ces technologies-là permettent de nous envoyer juste le mordu en fait, et nous on peut reconstruire via des scanners 3D et les machines de fabrication additive la pièce dans les 48 heures grosso modo. Donc voilà, il s'affranchit de cette étape-là, et on fait une production journalière de ce genre de produit depuis 4-5 ans, en étant suffisamment réactif et productif pour que ce soit viable, quoi. Donc c'est une application réelle, et qui va bien à des PME. Je veux dire, c'est pas forcément les grands groupes qui ont besoin de milliers et de millions d'euros pour se doter des machines pour être rentable. Voilà. J'imagine que pour les orthèses, ce qui est passé, c'est pareil. Bon, la machine coûte cher au départ, mais voilà, le volume est constant, et ça se passe bien. Personnalisation aussi, on a tout ce qui peut être ce qu'on voit aujourd'hui dans l'automobile, où voilà, on peut avoir son nom marqué un peu partout, voilà, et en volume à l'intérieur de la voiture, choses comme ça. Ça peut avoir un sens pour ceux que ça intéresse. Et nous, on sait qu'on a certains de nos clients qui sont des grands groupes auto qui vont nous demander des pièces personnalisées pour faire des séries limitées ou des choses un peu spéciales et à haute valeur ajoutée, parce que c'est pareil, si c'est pour avoir 1 milliard de voitures qui ont le même, juste le nom qui change dessus, ça va pas être suffisamment valorisant. Vous avez encore d'autres domaines? Oui, alors texturation gradient, on en a parlé, texturation de surface, secteur de l'implant. Et puis voilà, un dernier élément que je voulais rajouter, parce qu'on y est passé au travers, c'est tout ce qui est ajout de fonction réparation. Donc là, tout ce qui est fusion laser sur lit de poudre, généralement, on a notre plateau qui est plan. Éventuellement, on peut rajouter un insert qui sera plan, sur lequel on va pouvoir recréer de la forme. Mais il existe d'autres technologies qui permettent de rajouter de la matière, des formes, sur des formes gauches. Voilà, donc pardon. Oui, Thierry Godard. De la pièce qui aurait disparu, qui serait déformée, ou de refabriquer la pièce en fait par fabrication additive pour la remplacer, parce qu'on la retrouve plus, en fait, on la trouve plus dans le commerce en fait, ou chez les fabricants. Alors, on répare ou on remplace. Effectivement, les deux sont possibles, c'est ce qui est intéressant. En SAV, effectivement, on peut, pourquoi pas, l'imaginer, tout à fait. C'est l'exemple dont vous parlez. Siemens l'emploie pour les brûleurs, c'est-à-dire que quand ils avaient un défaut sur un brûleur, ils avaient à refaire tout le brûleur, et ça prenait quarantaine de semaines pour refaire l'ensemble. Là aujourd'hui, ils ont un défaut d'abrasion sur un bout de leur brûleur, ils découpent la pièce à quelques centimètres du défaut, ils la replacent dans une machine métal, ils rajoutent le morceau manquant, et en 4 semaines, ils ont leur pièce réparée. Donc Siemens, c'est une petite société qui emploie ça en interne chez eux pour gagner 40 semaines sur une réparation de pièces. Mais c'est un ajout de matière C'est ajout de matière sur la pièce existante, oui. Mais c'est Siemens, parce que c'est pas petit, hein. Oh, mais enfin voilà, je veux dire, un utilisateur d'une machine comme, enfin, nous on peut faire ça sur une pièce si besoin, si ça s'y prête. Mais oui, c'est possible à faire. Il y a des capacités internes pour faire ça. Bureau d'études. Thierry Godard. Vous assurez que la pièce en fait, soit bien conforme en fait, au nord, enfin, de l'alimentation. Mais ça, c'est fait en amont. La machine, les métaux, etc. On peut mettre à côté, c'est ce qu'on fait souvent, une petite éprouvette comme en fonderie d'ailleurs. On met un petit batch pour dire voilà, on va la découper, on va regarder des fois qu'il y a eu un problème, mais aujourd'hui, nous on s'est doté d'une machine où il y a des capteurs internes qui regardent, des caméras qui vont suivre le process, un rapport détaillé de tout ce qui s'est passé dans la machine. Et on met par souci de traçabilité cette petite pièce dans la fabrication, mais elle ne sera utilisée qu'en cas de non-conformité. A priori, maintenant, ce qui sort de machine est considéré comme bon.
C'est une sacrée évolution. Parce que là, vous ouvrez des marchés, c'est colossal. On s'en rend bien compte dans le sens où le CETIM aussi s'en rend compte, c'est-à-dire que maintenant, les donneurs d'ordre qui ont pris en considération toutes ces problématiques depuis 1, 2, 3, on va dire une petite dizaine d'années, commencent tous à avoir leur BE qui intègre les géométries adaptées, parce qu'on n'a pas parlé de tout ce qui... Voilà, tout n'est pas magique, hein. Il y a un savoir-faire, il y a une orientation des pièces, il y a des épaisseurs à retenir, il y a des supports de fabrication, j'en ai là en bronze qu'on avait développé, que vous pouvez faire passer. C'est très très fin, ça s'accroche à la pièce, ça la tient dans l'espace pendant qu'on fabrique, mais il faut bien à un moment les enlever. Donc voilà, si on les met n'importe où, on ne peut pas aller les chercher. C'est des petits échafaudages en fait qui vont tenir la pièce dans l'espace. Et si c'est à l'intérieur d'une cavité, si la cavité est fermée, ça va y rester. Donc ça, c'est des savoir-faire, mais leurs designers, leurs bureaux d'études ont intégré ça, et maintenant, de plus en plus souvent, on repasse à peine derrière certains de nos clients qui disent bon ben voilà la pièce adaptée à votre fabrication, et voilà, et ils commencent à être très très nombreux, et le nombre de machines augmente tranquillement, mais la demande augmente très rapidement. Il faut arriver à réduire les coûts, les délais, et puis aussi la qualité. Ça, on y arrive enfin. Alors oui, alors réduire les coûts. Donc aujourd'hui, il y a un effort qui est fait de la part des fabricants pour accroître la productivité, notamment pour tout ce qui est technologie utilisant des faisceaux laser. Voilà, utiliser des faisceaux laser avec des puissances plus élevées, donc qui permet de réduire aussi. Ça a plusieurs impacts. Hein. Ça a un impact sur la réduction du temps de fabrication, mais ça a aussi un impact globalement sur la santé, la qualité métallurgique. Nous, ce qu'on a constaté au travers de nos essais, c'est lorsqu'on avait une puissance laser plus importante, on avait de meilleures caractéristiques métallurgiques, meilleure qualité métallurgique. Hein. J'ai une petite slide à ce sujet, donc, où on voit notamment un impact sur la réduction du taux de porosité. Donc voilà. Donc là, il y a un levier pour réduire le coût. Après, il y a un autre levier sur lequel il va falloir jouer, hein, parce qu'on va dire qu'aujourd'hui, ça reste vous m'excuserez si c'est un marché de niche encore aujourd'hui qui est émergent. Hein. Voilà, on ne voit que le sommet de l'iceberg. Hein. Le plus gros est encore inconnu en termes d'application. En tout cas, il y a de nombreuses applications potentielles. Et la matière première, pour le coup, reste horriblement chère, quoi. Voilà, on est sur des coûts de matière première de plusieurs dizaines de kilos-euros, voire une centaine de kilos-euros. Et sur certaines, on frise pour des nuances bien particulières, pratiquement les 900 euros du kilo. Donc ça aussi, c'est un frein aussi à l'utilisation de ce type de technologie. Néanmoins, pour tout ce qui est application titane, dans le domaine aéronautique, vous avez un ratio buy to fly qui est donc sur une pièce qui est forgée et reprise par usinage. C'est en gros pour un brut, donc pour une pièce d'1 kilo, vous êtes parti d'un brut de 20 kg. La fabrication additive vous permettra sans doute d'économiser la matière engagée. En gros, on est en train de regarder le chiffre exact au niveau du CETIM, parce qu'on peut avoir des surprises, mais grosso modo, on sera sans doute aux alentours de 90% d'efficacité matière. Donc ce qui est quand même intéressant. Comment c'est perçu par les entreprises, par les grandes entreprises, ces imprimantes 3D, ce mode de production? Alors, pour tout ce qui est secteur aéronautique, c'est clair que tous les grands donneurs d'ordre, que ce soit Airbus, ADS, Turbomeca, Eurocopter, etc., s'intéressent de très très près à ce type de technologie. On le voit au travers des consultations que nous, on peut recevoir, au travers de tous les projets multipartenaires qui sont montés, les nombres de publications aussi dans la littérature, il y a un très très fort intérêt. Aujourd'hui, on va dire que... on est prêt pour l'analyse des structures internes, pour regarder qu'est-ce que je mets à l'intérieur de mon objet, de ma pièce? Alors, dans votre question, il y a deux volets. Il y a effectivement l'aspect conception, parce qu'effectivement, on parle de structure lattice, donc il faut... en termes d'optimisation topologique, il faut utiliser les bons outils en termes de conception. Donc il y a quelques logiciels qui existent sur le marché. Ils ne sont pas nécessairement maîtrisés, intégrés dans les BE, parce qu'on pense encore aujourd'hui usinage, enlèvement de copeaux. Donc ça, il y a une première difficulté en termes de conception, de reconception. Et puis après, l'autre volet, c'est en termes de contrôle.
effectivement, c'est super de créer une structure lattice, mais comment je fais pour contrôler cette structure lattice et mesurer les écarts entre ma CAO et puis le réaliser. Donc là, il y a aussi besoin de développer des outils. Voilà, donc aujourd'hui, la tomographie commence, ça reste une technologie de CND relativement chère, mais qui tend quand même à se démocratiser. C'est une piste de solution, mais il y a encore d'autres méthodes de contrôle à développer. Et puis pour rebondir sur l'aspect normalisation, parce que M. Boster en avait parlé, effectivement, voilà, le donneur d'ordre doit faire confiance à son sous-traitant. C'est là aussi, il y a, et ça doit se matérialiser effectivement par un aspect réglementaire, hein, pour s'assurer qu'au niveau de la mise en œuvre, là, voilà, il y a eu un respect de la procédure sur une procédure qui a été validée. Donc ça, il y a aussi tout ce travail-là à mettre en place pour garantir le niveau de performance derrière avec les méthodes de contrôle ad hoc. Donc là aussi, il y a du job. Je regardais ma montre, pas du tout parce que je m'ennuie, mais parce que je suis responsable de la normalisation au niveau de l'AFNOR, et je me demandais si j'avais le temps de vous parler de la normalisation, qui est un sujet qui tout le monde est ravi d'avoir des normes appliquées, mais les élaborer, les écrire, les respecter, etc., c'est une autre affaire, on le sent bien. Hein, c'est-à-dire que les grands donneurs d'ordre nous demandent de suivre des procédures qu'ils ont fait en interne. Par contre, les normaliser, ça les intéresse que moyen. Donc en fait, c'est leur... Voilà. Alors qu'à l'inverse, aux États-Unis, Boeing va au comité ASTM de normalisation et dit, bon, moi j'ai besoin d'une norme là-dessus, donc je donne... un billet à la communauté scientifique, technique de la normalisation pour qu'il l'écrive, qu'il la valide, qu'il la certifie. Et ensuite, j'ai ma norme que je peux utiliser. Voilà. À l'inverse, les grands groupes aéros chez nous, ils ne souhaitent pas que ce soit les normes nationales ou ISO qui prévalent, mais leurs normes internes qui sont des fois plus complexes, des fois capillotractées, des fois... Enfin voilà... ça arrive que voilà, on suive des procédures. Pourquoi vous faites comme ça? Parce que dans les années 60, ça a été rédigé comme ça. Bon. Ça a un peu évolué, légèrement évolué depuis. Ça, c'est une marge de progression importante que vous soulignez? Je pense, oui, parce qu'il y a beaucoup de machines, il y a beaucoup de fabricants, voilà, et c'est en travaillant en partenariat avec des gens qui ont des grandes contraintes, plutôt que de travailler en fournisseur par fournisseur, qu'on sera, à mon avis, tous plus efficaces. Comment se porte MB Proto aujourd'hui? Écoutez, plutôt pas mal. Beaucoup d'investissements en cours et à venir pour justement suivre les nouvelles possibilités de marché, notamment aéronautique, automobile et F1 notamment. Donc sur des machines à haute valeur ajoutée, et puis toujours une dualité haute performance et qualité perçue, parce que je vous ai dit au départ qu'on était maquettiste. Si vous le permettez, je peux vous présenter un exemple, un visuel. Les pièces que vous nous avez apportées, c'est quoi d'ailleurs? Je vous passe là sur la présentation. Voilà. Alors, je vous ai apporté des pièces techniques, tout comme celles que le CTIM nous a présentées, parce que c'est des pièces sur lesquelles on est. Alors, excusez-moi, j'ai un mètre comme ça. Voilà. Je vais vous faire passer cette fameuse pièce. Donc là, c'est une pièce technique avec toute une analyse topologique qui a été faite, qui est là. Je ne l'agrandis pas parce qu'elle va se sauver en diaporama. Donc, un travail collaboratif d'un projet européen où il y avait un drone existant pour des prises de vue aériennes. Via un logiciel, on a refait une conception topologique, donc assez... qui ressemble à un squelette et qui suit les lignes de force pendant le vol. Et puis on l'a fabriquée en aluminium. Cette pièce, elle a 2 ans aujourd'hui. Les technos se sont encore améliorés. Il faut dire que là, il y avait plus de supports de fabrication que de pièces, et que vous avez une ébauche parce que la version finale est dans l'appareil. Et celle-ci était un banc d'essai et n'a pas été finie en usinage pour récupérer les cotes nécessaires
aux hélices et au vol. Mais ce petit exemple a montré qu'on avait gagné une centaine de grammes sur un petit appareil comme ça. Donc on peut imaginer sur un gros qu'on est sur l'ordre du kilo, et les allègements de structure et les allègements de voilà ça a des alors soit des gros avantages au niveau énergétique si on doit se déplacer avec un appareil en vol, soit des avantages de charge supplémentaire, c'est-à-dire que le plus souvent quand on envoie quelque chose très haut, très loin ou voilà, plus il est léger, plus on en rajoute pour rester sur ses capacités. Et il est toujours aussi solide. Et il est toujours aussi solide. Toujours aussi solide. Donc là, c'est pour passer cette pièce-là, mais ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est qu'on a... De votre côté, si vous avez des questions, préparez-les, parce qu'on va aborder les phases des questions. On utilise toutes ces technologies-là pour aller jusque dans l'espace, jusque dans des dizaines et des dizaines de... Bon, j'arrive pas à bloquer ce diaporama. Des dizaines et des dizaines d'applications à très haute valeur ajoutée. Mais je vous disais, on est maquettiste au départ, et donc on est là sur des structures, mais on peut être aussi sur du design pur, sur des finitions, et depuis toujours on utilise les technologies pour les mettre au cœur des développements des clients. C'est-à-dire qu'on peut utiliser un petit peu de fabrication additive métal ou plastique, et puis on va agencer 2 ou 3 éléments, et puis on a des capacités de finition, des capacités manuelles qui se surajoutent à ça, parce que rien de ce qui sort d'une machine directement n'est à l'heure actuelle parfaitement utilisé ou parfaitement designé au niveau visuel, quoi. Est-ce que vous constatez des besoins en nouveaux métiers ? Ah oui, on a des gens qui sortent, donc ingénieurs spécifiques BE avec ces connaissances-là qu'ils ont appris à l'école. Donc ça commence à se démocratiser au niveau de la formation. Et on a des techniciens qui arrivent de filières BTS ou lycée pro qui ont déjà connu ces machines-là et qui sont capables de devenir opérateurs pour les nourrir, pour toute leur maintenance, parce que c'est des machines quand même qui sont de plus en plus presse-bouton, mais qui sont quand même un peu capricieuses, et il faut savoir les soigner correctement pour qu'elles donnent le meilleur. Ouais. Enfin, on a trouvé de la poudre qui vaut plus cher que la poudre, donc c'est plutôt intéressant. Ça, des questions à nos invités? Oui. Oui, tout à l'heure vous parliez de l'ordre médical, et en imaginant par exemple un patient qui est victime d'un accident de voiture où il y a plusieurs dents cassées, donc on peut imaginer des implants, si j'ai bien saisi. Après, au niveau donc de la norme en soi, bon, aujourd'hui il existe des implants dentaires autres, mais est-ce qu'on est garanti d'une norme entre guillemets par rapport à ce qu'on pourrait trouver au niveau santé, parce que c'est vrai qu'il y a certains composants, je pense, qui rentrent. Et aujourd'hui, un implant dentaire est garanti, on va dire, 10 ans. Et pour ce genre de procédé, comme c'est du coup par coup, ou en fonction de chaque patient, comment cela peut être garanti finalement? Et comment ça peut être normé? Je crois que nos amis du CETIM sont complètement dans le sujet. Là, vous parlez d'implantologie. Donc, on est là. Nous, notre cœur d'activité, c'était sur la société Edonis qui fait les prothèses dentaires. Donc c'est pas implantaire, c'est de la prothèse. C'est pas ça rentre pas dans l'os, et donc c'est pas tout à fait les mêmes législations. Pour ce qui est de l'implantologie, de la certification médicale, la norme 1300 médicale, et tous les suivis qualité, etc. Ça c'est en cours, et les études au niveau hôpitaux ont débuté et aboutissent. Certains pays d'ailleurs utilisent déjà ces Christophe Renaud. Oui, pour rebondir sur la problématique des implants. Donc au niveau normes, parce que là, il y a des normes à l'STM qui ont validé deux matériaux américaines. Donc, donc un alliage TA6VELI, puis un alliage chrome cobalt type F75 qui sont sortis. Donc il y a tous les tests de cytotoxicité qui ont été réalisés, toute la batterie de tests qui a été réalisée. Donc nous, aujourd'hui,
par rapport à ce qu'on fait un peu au CETIM, donc là on accompagne 4 fabricants d'implants pour évaluer et qualifier la technologie. Donc là, au travers de tous les essais qu'on est en train de réaliser, on est en train de constituer le master file qui va être mutualisé, on va dire, par rapport à ces 4 fabricants d'implants, pour fournir toute la documentation qui va bien aux autorités sanitaires françaises pour que, dès lors qu'ils ont envie de commercialiser des implants, ils puissent le faire. Donc ça, c'est des actions qui sont en train d'être lancées. Alors par rapport après tout ce qui est domaine, on va dire application couronne, bridge dentaire, donc nous on avait travaillé avec la société Phoenix et puis une communauté de prothésistes. Donc là, il me semble que Phoenix a passer certaines épreuves, tests, pour démontrer, pour avoir un certificat, alors je ne maîtrise pas la terminologie, mais d'approbation par les autorités sanitaires. Donc il y a un grade spécifique qui a été développé pour tout ce qui est application dentaire. Oui, ce qu'il y a, c'est que voilà, les matières en entrée et en sortie machine sont... d'abord, la machine est dédiée aux matériaux, qui est le plus souvent soit un titane, soit un cobalt chrome de la gamme dentaire, et donc certifié déjà. Donc la composition, elle, est certifiée à l'entrée et à la sortie de la machine. Donc la composition n'a pas changé. Et puis ensuite, il y a tous les tests de cytotoxicité qui peuvent être faits, mais sur un matériau qu'on connaît finalement. C'est parce que finalement, le matériau d'entrée et de sortie, il est le même. Nous, ce qu'on travaille en normalisation, c'est le passage entre l'entrée et la sortie du matériau. Dire qu'à l'intérieur de la machine, ce n'est qu'une transformation. Parce qu'en fait, voilà, qu'on la moule ou qu'on la presse, ce cobalt chrome, c'est le même. Le fait qu'il passe par une nouvelle technologie pose un problème de compréhension et pourquoi pas de pollution. Mais je veux dire, là, si votre frette de fonderie, elle est pleine de dépôts ou de pollution, et ben là-dedans, elle sera pleine de pollution. Et encore pire pour tout ce qui est implantologie. Le tout, c'est de trouver dans les normes existantes ou en créant des nouvelles normes, la passerelle pour dire c'est fabriqué traditionnellement ou en fabrication additive, ce qui n'a pas d'impact sur le produit de sortie. Oui, et pour terminer, simplement sur ce sujet-là, c'est qu'effectivement, pour tout ce qui est technologie conventionnelle, généralement, vous avez des microstructures types qui sont données dans les normes, et en fabrication additive, les microstructures sont complètement différentes. Donc là aussi, il y a ce travail à faire. On ne peut pas se reposer sur des normes existantes. Voilà. Oui, Éric Joyen Conseil, donc Socrate. On réalise en fait des applications en 3D, présentation de produits 3D. Ma question, c'est comment vous fonctionnez avec vos donneurs d'ordre? Notamment, vous travaillez, je pense, avec les bureaux d'études, peut-être les services marketing ou commerciaux, j'en sais rien, mais plutôt bureaux d'études. Est-ce qu'ils vous envoient des fichiers que vous traitez et que vous imprimez, ou est-ce que les deux bureaux d'études travaillent ensemble, c'est-à-dire le vôtre et celui du client, pour mettre au point en fait la fabrication des produits? Le plus souvent, c'est ce qui se passe, oui. C'est-à-dire que on reçoit une pièce et c'est le plus souvent une pièce déjà existante. Et le souhait du client, c'est soit il ne se pose pas les questions, il dit je la veux comme ça, un point c'est tout, débrouillez-vous, fabriquez-la moi. Et ça, on l'entend et on le fait. Mais le plus souvent, il a déjà entendu parler de la technologie et il veut améliorer sa pièce. Améliorer, alléger, la rendre plus facile à fabriquer. Et donc, il nous demande notre avis et on interagit. On fait des réunions le plus souvent physiques ou via Internet, et on triture la pièce dans tous les sens en leur disant nous, on va plutôt la fabriquer comme ça. Une fois qu'on choisit cette orientation, est-ce que ça vous est possible de mettre une équerre par-ci ou une olive évidée par ici et par là? Et donc, après, ça retourne chez le donneur d'ordre qui, lui, va refaire des calculs. Il refait ses calculs, il passe par ses hydrauliciens s'il y a besoin, par ses mécaniciens s'il y a besoin, et il revient vers nous en disant alors, on peut même la faire un peu plus grosse ou un peu plus petite. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous va pas? Et on a 2-3 itérations généralement pour aboutir à quelque chose qui est une amélioration. Après, ça dépend du temps et des budgets. Si on fait 17-20 itérations, ça marche aussi. Et sur les formats de fichiers, c'est des fichiers 3ds Max ou quel type de format de fichier vous utilisez? Alors, vous échangez? Nous, on échange en 4 parts le plus souvent. C'est là-dessus qu'on valide. Pour ce usinage, on est plutôt en step, et sinon on reçoit tout type de fichiers. Il y a les fichiers AMF aujourd'hui qui sont très en vogue.
Voilà, le STL, on l'emploie parce que c'est celui qui est utilisé pour aller dans les machines, mais c'est juste historique. Et on espère qu'un jour, on aura mieux que le STL en usuel sur les machines actuelles. Merci. Alors vous en pensez quoi? Vous aimez toujours ça? Ah oui, moi, personnellement, je suis convaincu que c'est. Oui, ça peut servir. Oui, non, c'est un secteur très intéressant. Non, voilà, au travers de nous, nos sollicitations, les sollicitations qu'on perçoit des industriels, il y a une grosse demande. MB Proto fait de très belles choses. On les a déjà sollicités dans le cadre de demandes clients. Mais effectivement, il y a encore un marché à structurer, notamment pour tout ce qui est l'aspect parachèvement, contrôle. Comment on nettoie ce type de pièces, quoi. Il y a encore un certain nombre de problématiques techniques à résoudre. Et nous, voilà, le positionnement de la pièce. Il faut encore y travailler, quoi. Mais je pense que c'est des technologies qui méritent qu'on s'y intéresse. Alors par rapport à ce que je vous disais au coût poudre, dès lors que la demande sera plus forte, nécessairement le coût matière première va diminuer, et puis il faudra nécessairement sortir aussi, on va dire, de cette logique commerciale actuelle où voilà, un fabricant, une machine, une paramétrie, et je vous mets à disposition la poudre qui va bien. Dès lors qu'on pourra sortir un petit peu de ce type d'organisation, de marché, en termes de coûts, je pense qu'on pourra réduire aussi les Eric Boster, le mot de la fin. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, ça, c'est de la conclusion. Et puis, j'espère qu'on vous a expliqué ou convaincu que c'est des technos qui ont fait leurs preuves maintenant. Et que... Oui, parce que vous les utilisez au quotidien. Oui. Et c'est pas nous qui les utilisons. Là, on avait les références clients. Voilà, nous, on les met en œuvre. C'est nos clients qui font confiance à cette technologie-là. Très bien. Merci beaucoup, Eric Boster, pour cet éclairage. Christophe Reynaud, merci beaucoup également. Merci pour vos questions et vos participations. Fin de cette conférence. Il y en a une autre qui va suivre dans quelques instants. Et je vous invite à vous y rendre de suite. Merci beaucoup.